Nous avons Dominique Lemaître qui est directrice du mécénat de la Fondation de France, qui nous apporte 3 ouvertures dans ce sujet qui me semble vraiment important. D'une part, c'est une fondation qui abrite un tiers du secteur des fondations en France, et ce sont toutes des fondations distributives. La connaître, c'est connaître aussi un réseau à travers elle. Et c'est aussi, évidemment, puisqu'elle accompagne le mécénat à la Fondation de France depuis, je ne sais pas très bien combien de temps d'ailleurs, mais longtemps, disons, une bonne quinzaine d'années au moins, dont je peux témoigner, et je crois plus, une connaissance extrêmement développée des enjeux et de la façon dont les fondations et les fondateurs portent leur envie de soutenir et de s'engager en faveur de l'intérêt général, et donc les motivations stratégiques qui les poussent à venir sur le champ des associations et comment elles peuvent les rencontrer et les soutenir. Deuxième point d'entrée évidemment important, c'est que la Fondation de France elle-même a ses propres projets. Elle a des projets et donc se trouve animée et organisée sur l'ensemble du territoire français un véritable travail de proximité avec les associations, et donc connaît ou enregistre, je dirais, les difficultés que les associations peuvent avoir à véritablement présenter des projets dans une dynamique qui est satisfaisante ou qui rencontre vraiment le projet des fondateurs qui veulent s'engager à leur côté. Troisième point, la Fondation de France est, par sa vocation, a vocation à s'engager et à porter le développement de la philanthropie en France. Et donc, de ce point de vue-là, a été un peu de tous les combats depuis 40 ans. Nous avons ensuite Cécile Guinamard, qui est secrétaire générale d'Algoé. Algoé est une PME, et je crois qu'on insistera beaucoup sur l'enjeu des PME, sur le fait que ce sont des acteurs importants qu'il faut savoir repérer et qui ont envie de s'engager, qui ne savent pas toujours comment. Alors vous nous direz, vous, comment vous y êtes venu, je pense que, et comment vous avez su mobiliser un réseau d'expertise tout à fait passionnant, un réseau d'expertise avec, je crois, 170 consultants, et je crois que 170, c'est un chiffre que nous avons, qu'on entendra aussi avec Michel Lorillon, 170 consultants qui accompagnent au moins 3000 associations au travers de missions d'élaboration sur les comptes annuels, sur l'élaboration de paie, de conseils, d'audits, ce qui vous en conduit évidemment à, excusez-moi, surtout de performance opérationnelle, excusez-moi, je me suis trompée, sur la transformation des organisations, sur la performance opérationnelle, sur les managements de projets. Et à travers ça, vous avez construit l'idée qu'il fallait, avec l'ensemble des collaborateurs, proposer, mettre en œuvre une association dont Isabelle Fieux saura nous parler, qui est présidente de l'association AlgoRêve. Alors, c'est la rencontre, c'est le rêve, c'est la dynamique qui anime l'ensemble de vos collaborateurs dans une mission tout à fait intéressante de mécénat de compétences. Et puis, je vais passer la parole à Michel Lorillon, qui est donc la responsable nationale de la ligne de marché association In Extenso, qui est un acteur absolument passionnant et important. Alors justement, 170, je crois que vous avez vous aussi 170 agences pour le coup, hein, un peu partout, et que vous accompagnez intensivement le milieu des associations. On vous voit, je crois, depuis le début ici. Hein, je crois que vous avez été porteur et à l'initiative de ces rencontres tout à fait formidables qu'organise le forum. Et je vais rapidement vous passer la parole, puisque vous allez être le fil conducteur avec qui nous allons essayer de dessiner un voyage, une réflexion sur le projet, sur comment rencontrer ces fondateurs, ces donateurs, ces mécènes. Merci beaucoup. Juste avant de commencer, une petite définition du mécénat. Je pense que c'est toujours bon de se remettre en tête ce qu'est le mécénat. C'est une définition de l'amicale. Donc le mécénat consiste pour une entreprise. Alors, ceci étant dit, je parle d'entreprise, mais c'est également pour tout autre bailleur, à faire un don en numéraire, en nature ou en compétences,
à un organisme d'intérêt général, et là c'est quand même quelque chose qui est important, il faut que vos associations soient d'intérêt général, sans attendre en retour de contrepartie équivalente. Je pense que dans cette définition, vous avez tous les points cruciaux à étudier dans vos associations pour être sûr que le donateur, le mécène, puisse avoir en fait une déduction fiscale, entre autres. Où trouver des mécènes? Donc en fait là je vous ai fait un tout petit graphique très rapide. On voit aujourd'hui que le mécénat peut porter sur beaucoup d'acteurs. Auparavant, enfin ce qui est dans les années antérieures, on voyait beaucoup effectivement de grandes entreprises. On connaît toutes les grandes entreprises font du mécénat, des grandes entreprises avec des grandes associations. Et en face, vous aviez les grandes fondations, et notamment la Fondation de France, qui était très présente sur le terrain. Aujourd'hui, on voit des acteurs un petit peu qui se mettent en avant, que sont les fondations d'entreprise. Chaque grande entreprise a sa fondation d'entreprise. Les PME, en fait, on s'aperçoit que, et notre fil rouge est basé sur une étude qui a été faite, je reviendrai dessus, auprès de PME, mais les PME, en fait, commencent à prendre conscience de leur responsabilité sociétale. Et pour celles qui vont bien, aujourd'hui dans un temps de crise, elles sont toutes prêtes, dès lors qu'elles ont des projets intéressants et qui correspondent à leurs préoccupations, à leurs attentes, à vous aider financièrement ou en compétences. Et enfin, le petit dernier, les fonds de dotation, qui a été créé par la loi de modernisation de 2008, qui permet, qui est un outil de collecte qui va, me semble-t-il, se développer. Donc voilà à peu près où trouver des mécènes. Alors, In Extenso s'est toujours positionné sur le marché des associations depuis très longtemps. Et étant un cabinet d'expertise comptable, on avait et des associations dans notre portefeuille et des entreprises. Et du coup, compte tenu de la raréfaction des financements publics, en tout cas de la difficulté à en obtenir davantage, on s'est posé la question de savoir comment on allait pouvoir aider les associations à essayer de diversifier leurs ressources. Alors évidemment, le premier moyen qui est venu à notre esprit, comme tout le monde, on n'est pas... et le mécénat, et on s'est dit, mais on a des entreprises dans notre portefeuille, on va les interroger pour savoir pourquoi ils font du mécénat pour celles qui en font, et pourquoi les chefs d'entreprise ne font pas de mécénat. On en a sorti 10 points clés que je vais vous livrer, mais auparavant, on en a défini surtout des freins et des leviers. Alors pour les PME, il faut savoir que principalement, il y a 2 freins majeurs pour les chefs d'entreprise vis-à-vis du monde associatif pour faire du mécénat. C'est premier point, les difficultés de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire que si l'entreprise est en difficulté, nécessairement, et vous le comprendrez, elle ne peut pas donner de mécénat. Ou si on a eu une réponse un petit peu assez parlante qui disait, mais écoutez, moi je ne peux pas payer mes salariés à la hauteur de ce qu'on devrait les payer, ils sont tous payés au SMIC, donc je ne vais pas vous donner d'argent. Enfin, clairement, c'est les difficultés financières. Ça aura pour conséquence, on le verra après, que vous devez savoir, avant de solliciter une entreprise, si elle est en bonne santé financière ou pas. Et deuxième frein, qui est plus un frein qui provient de votre image, en fait, les chefs d'entreprise ont aussi des idées préconçues sur le monde associatif. Très clairement, et je vais vous le dire schématiquement, ils vous disent, écoutez, moi, le monde associatif, c'est plein de trucs, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas à quoi ils utilisent leur argent. Et tout ça, ça prouve quoi? Ça prouve que vous n'avez pas assez communiqué sur ce que vous faites. Et en d'autres termes, vous faites tous des trucs très bien, vous faites des projets qui sont d'intérêt général. Si vous n'étiez pas là, je pense qu'il y a des pans entiers d'économie qui seraient laissés et des gens qui seraient laissés vraiment de côté, mais vous ne savez pas communiquer sur ce que vous faites. Et donc du coup, l'image que l'ensemble des associations donnent est une image un peu floue. Et du coup, le chef d'entreprise, il aime bien savoir où, s'il vous donne de l'argent, où il va donner de l'argent. Donc vous avez déjà d'ores et déjà une première piste, c'est-à-dire qu'il faut savoir vous valoriser. Par contre, il y a des leviers quand même. Je vous parle des freins, mais il y a des leviers. Le premier levier, c'est la motivation des mécènes. Ça veut dire grosso modo que si vous arrivez à convaincre le bailleur de fonds privés, grosso modo, vous êtes sûr à tous les coups d'avoir du mécénat. Mais il faut le convaincre. Il faut le convaincre sur la présentation, et je pense que les expériences qui seront dites ici agrémenteront ce propos, c'est qu'effectivement, il faut réellement convaincre votre mécène. Et le deuxième point, c'est que
Non, 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 pas encore. Le deuxième point, c'est effectivement l'importance du relationnel. Aussi bien votre relationnel pour contacter des chefs d'entreprise que de l'autre côté, le relationnel que vous pouvez apporter aux chefs d'entreprise. À partir de ce moment-là, on en arrive à nos 10 points. Donc le premier point, c'est identifier le bon interlocuteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir à qui vous adressez et à quelle entreprise ou à quel bailleur vous adressez en fonction de votre projet. 2, pensez au réseau. Donc on va le faire assez rapidement parce qu'on reviendra sur certains points. Penser au réseau, ça veut dire utiliser un maximum votre relationnel. Dans chaque association, vous avez des adhérents, vous avez un conseil d'administration, vous avez des salariés qui connaissent eux-mêmes d'autres personnes qui connaissent des chefs d'entreprise ou des bailleurs. D'accord? Ça veut dire penser au réseau, ça veut dire également aller vous renseigner sur tout ce que font les fondations. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles financent? Via le site de la Fondation de France, mais il y a d'autres sites, le site www.fondation.org, où vous avez effectivement la liste de l'ensemble des fondations et des fondations d'entreprise, et avec leurs critères d'éligibilité. Penser au réseau, c'est également en face, commencer à construire un argumentaire en disant qu'est-ce que vous allez donner en contrepartie. Alors, sur les fondations et fondations de France, un petit peu moins, mais au moins sur les PME, qu'est-ce que va avoir, entre guillemets, le chef d'entreprise? Quel va être le bénéfice pour lui à vous donner de l'argent, à soutenir votre projet? Ouvrir ses portes, là, c'est de la communication. Ça veut dire, pour éviter ce côté un peu flou de vos actions, ouvrez-lui vos portes au chef d'entreprise quand c'est possible. C'est-à-dire que si vous n'avez que des locaux, ça ne sert pas à grand-chose, mais invitez-le à vos AG. Invitez des chefs d'entreprise sur lesquels que vous avez ciblés à venir à vos AG, à venir à des inaugurations, à venir voir ce que vous faites réellement. Et cela, effectivement, lui donnera de suite une idée de vos actions. Évitez de demander de l'argent sans projet argumenté. Je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que là, il y aura pas mal de témoignages en ce sens. Pensez sa stratégie d'offre. Alors ça veut dire simplement que le mécénat, ce n'est pas inné. Il faut vraiment que vous ayez une démarche marketing. Alors dans vos associations, avoir une démarche marketing, c'est un mot que vous n'utilisez pas trop, c'est comme une démarche commerciale. Si ce n'est qu'il faut vraiment avoir une démarche marketing pour penser sa stratégie et que vous soyez organisé. Ça prend du temps, du mécénat, il faut contacter du monde, il faut activer les réseaux. Donc il faut vraiment que vous ayez, alors pas forcément, ça dépend de la taille de vos associations, mais au moins une personne ressource ou un petit comité qui puisse définir en amont ce que vous souhaitez via le mécénat, quelle entreprise vous voulez cibler, quelles sont vos valeurs, quels sont vos atouts, ce que vous pouvez proposer à votre mécène. Autre point, pour contrer les a priori des bailleurs et notamment des chefs d'entreprise, faire preuve de professionnalisme. Ça veut dire quoi, faire preuve de professionnalisme? C'est-à-dire de venir avec un dossier argumenté, concis, succinct, qui présente en peu de temps vos valeurs, ce que vous êtes et votre projet. Et y compris faire preuve de transparence, qui est le 7e point, c'est-à-dire montrer vos résultats. Le chef d'entreprise est quelqu'un qui est habitué et les bailleurs aiment aussi savoir où ils vont mettre de l'argent. Donc c'est important que vous montriez vos résultats et que vous montiez un budget prévisionnel de votre projet très détaillé. Être là au bon moment, c'est-à-dire que le mécénat prend du temps. Donc qui dit temps dit aussi prendre en compte les contraintes des bailleurs. Les bailleurs reçoivent, alors que ce soit les fondations de France ou d'autres fondations, beaucoup de projets. Il faut leur laisser le temps d'étudier ces projets. Et les chefs d'entreprise ont des budgets également à réaliser. Et si vous allez les voir en tout début d'année, c'est peut-être un petit peu trop tard, en sachant que leur budget, ils le font en fin d'année pour lancer un petit peu et être dans les cadres budgétaires liés au mécénat. Être réactif, alors là, Mme Blaillot pourra nous donner une expérience d'être réactif. Il arrive que des bailleurs ou des mécènes viennent chercher des associations. Alors ça existe. Et là, il faut que vous ayez toujours prêt un dossier quasi finalisé, au moins sur la présentation, pour que vous puissiez assez rapidement répondre à leurs demandes
et prouver que vous êtes et professionnel et que vous êtes aussi réactif. Et le dernier point qui fait toujours sourire, mais qui existe vraiment, ne pas oublier de remercier. C'est un point crucial. Et quand dans ce point, ne pas oublier de remercier, c'est-à-dire, et également derrière, continuer à avoir des rapports avec votre mécène. C'est pas one shot. Généralement, vous allez avoir, si vous avez mis beaucoup de temps à cibler un mécène, vous avez mis beaucoup de temps à avoir une relation de confiance avec lui, il vous a aidé sur un projet, continuez à lui envoyer, vous avez tous des publications, vous avez tous un petit journal interne, suivant les associations, vous avez tous quelque chose, envoyez-lui, continuez à avoir des relations avec lui. Et ne pas oublier de remercier, c'est effectivement très important. C'est quand même lui envoyer un minimum, d'abord de quoi a servi l'argent, et deuxièmement, de lui envoyer un petit mot de remerciement, ça ne coûte pas grand-chose, et ça fait vraiment plaisir aux mécènes. J'ai juste envie de rajouter sur ce sujet que c'est y compris pour ceux qui ne vous ont pas dit oui du premier coup. Remercier celui qu'on a rencontré, qui vous a déjà écouté, c'est une chose, mais il ne vous dit pas toujours oui du premier coup, mais vous pouvez le rencontrer plus tard. Voilà. Alors, adopter la bonne démarche, à partir de ces 10 points clés, on a essayé d'aider les associations et de définir quelle serait la bonne démarche. Alors, compte tenu que le temps nous est compté, je ne vais pas aborder de façon très approfondie, mais plutôt on utilisera les personnes ici présentes pour qu'elles nous donnent leur expérience en la matière. Premier point crucial avant toute démarche, c'est s'organiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire créer une équipe mécénat. Alors, une équipe mécénat, pour les grosses associations, ça peut être plusieurs personnes. Pour les tout petites, ça peut être une personne. Ça peut être surtout un membre de votre conseil d'administration. S'il y en a un qui, effectivement, a des appétences en la matière et qui a des relations, ça peut être, effectivement, qu'un membre du conseil d'administration. Pourquoi avoir une réflexion préalable, interne, à la demande de mécénat? Dans un premier point, pour être professionnel, c'est-à-dire que vous devez définir les besoins de l'association. Premier point. Deuxième point, en sachant que le mécénat, je le précise très nettement, ne financera pas du fonctionnement de votre association. Le mécénat financera un projet, à la marge éventuellement, ou un projet que vous ne pouvez pas faire financer par d'autres financeurs. Il pourra venir éventuellement aussi en complément, mais en aucun cas, il ne viendra financer du fonctionnement. Donc les besoins de l'association, vous devez définir quels sont réellement vos besoins. Premier point. Deuxième point, quel bailleur l'association souhaite-t-elle ou peut-elle solliciter en fonction de vos valeurs et des gens que vous allez solliciter qui correspond à vos valeurs, en premier point, et en deuxième point, qui correspond à leurs critères. Ça, c'est très important. Quel type de mécénat? Vous savez qu'il y a effectivement, on peut demander de l'argent, mais on peut demander d'autres choses, et notamment du mécénat de compétences. Michel, peut-être qu'à ce stade, je voudrais demander à Dominique Lemaître peut-être de réagir, d'abord parce qu'elle faisait une petite moue sur le fait que, et je crois qu'effectivement on observe des orientations nouvelles, notamment du côté des fondations, c'est peut-être la possibilité ouverte par certaines structures comme les fondations sur le financement de structures. J'ai réagi légèrement quand Michel Lorion dit que les bailleurs n'acceptent pas de financer du fonctionnement. C'est très largement vrai et ça reste très largement vrai. Tout simplement parce que les bailleurs ne voient pas comment est-ce qu'ils peuvent devenir un partenaire fonctionnel au long cours des associations et donc ils évitent de créer des effets d'aubaine qu'ils ne pourraient pas suivre. Mais néanmoins, un certain nombre de bailleurs sont quand même très conscients de la situation de pénurie dans laquelle les associations se retrouvent parce que leurs partenaires publics commencent à être déficients et donc un certain nombre d'entre elles commencent à réfléchir à faire du financement, on va dire, pluriannuel, dans lequel évidemment il y a du fonctionnement qui rentre en ligne de compte parce qu'on ne peut pas imaginer ne financer que des dépenses d'investissement si on décide d'accompagner une association dans le moyen terme. Moi, je voudrais rajouter à ce que dit Michel Lorion 2 choses. Il est très important de contrebalancer la chair que vous allez mettre dans vos relations avec le mécène, c'est-à-dire montrer ce que vous faites, être enthousiaste, incarner votre projet, mais aussi arriver, et ça c'est un travail préalable qu'il faut faire avant d'aborder vos mécènes, arriver avec des choses au carré, c'est-à-dire avoir une comptabilité lisible, savoir montrer votre organisation, savoir mettre votre projet en mots, faire très attention à montrer vos objectifs et
à faire apparaître comment vous allez les mesurer, comment vous allez mesurer à la fois l'efficience et l'impact de votre projet. C'est quelque chose dont vous ne pourrez plus vous exonérer, notamment quand vous vous adressez à des entreprises, mais c'est aussi vrai pour des bailleurs comme nous. Pourquoi allons-nous mettre de l'argent dans votre projet? Qu'est-ce que vous cherchez à faire et comment vous allez mesurer que vous avez réussi? Ça, c'est une chose très très importante. Aujourd'hui, il existe... Alors, les associations soufflent souvent beaucoup parce qu'elles sont, il faut dire, elles n'ont pas des staffs très nombreux. Et nous sommes habitués à la Fondation de France à nous adresser à des petits opérateurs, donc des gens qui n'ont pas des bataillons très importants pour rédiger des dossiers, etc. Tout de même, je crois qu'il faut dégonfler un peu le sujet. Tous les bailleurs demandent à peu près la même chose. Et il existe aujourd'hui des dossiers de demande de subvention dans beaucoup d'endroits, dont vous verrez, si vous essayez, ils sont très accessibles, il y en a sur notre site, derrière nos appels à projets. L'État a fait un dossier type, un certain nombre de bailleurs font des dossiers types. Si vous les sortez, vous les imprimez, vous les confrontez, vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, qu'il y a 80% ou à 90% de l'information qui est toujours la même, qu'on vous demande toujours la même, qui est une question de bon sens. On veut savoir qui vous êtes, on veut être sûr que, encore une fois, vous savez compter et que si on vous donne de l'argent, voilà, vous allez pouvoir restituer de l'information à ce sujet, que vous allez bien utiliser l'argent. On veut connaître précisément votre projet, quels sont vos objectifs. Et donc, je vous encourage vivement à aller, plutôt que de réinventer ou de faire seul dans votre coin, à aller voir des dossiers que des bailleurs organisés, assez organisés, dont l'État le premier, mettent en ligne, et puis à regarder ça et à voir si vous êtes capable de remplir les cases et de vous poser les questions derrière si vous n'êtes pas capable de le remplir dans un premier temps, avant même d'aborder les mécènes. C'est-à-dire dans votre tête de vous organiser, de voir ce qu'on va vous demander. Et puis, mais ça ne supprime pas, et j'ai commencé par ça, la paperasse n'a jamais remplacé non plus le fait de savoir défendre son projet de manière enthousiaste et d'aller montrer sur le terrain ce que vous savez faire. Il faut vraiment avoir les deux. Peut-être, Marianne Bayot, est-ce que vous pourriez nous donner un petit témoignage sur ce que, d'abord, regarder comme atout de l'association veut dire, parce que c'est pas toujours facile de parler de soi et de se dire avec ses atouts, et on voit beaucoup de gens qui hésitent à se dire face aux bailleurs, oui, je suis porteur d'atouts, j'ai des valeurs. Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, qu'est-ce que ça veut dire pour une petite structure qui démarre que de mobiliser de la ressource pour ce sujet? Oui, alors l'association Orchestre à l'école a déjà un atout, c'est qu'on met en place des orchestres, donc on a des enfants qui font de la musique. En fait, quand Dominique disait il faut montrer ce qu'on peut faire, c'est vrai que la première attitude qu'on a eue à l'association Orchestre à l'école, c'est de faire jouer ces orchestres de façon le plus visible possible. Ensuite, effectivement, ce qui est important vis-à-vis des mécènes, c'est de bien réfléchir effectivement à tous les aspects d'un projet. Alors, si je prends l'exemple des orchestres à l'école, nos atouts, c'était d'un côté, c'est un projet musical, d'un autre côté, c'est un projet éducatif. Et le troisième aspect des orchestres à l'école, c'est que c'est un projet de solidarité. Et c'est bien important de réfléchir justement aux atouts de son propre projet, parce qu'on ne va pas toucher les personnes avec les mêmes arguments selon le pan du projet qu'on veut mettre en avant. Donc effectivement, il faut avant d'aller voir le mécène, qu'on puisse savoir si c'est quelqu'un de notre côté, par exemple, qui a la fibre musicale ou qui est plutôt porté vers une action de solidarité. Ça répond à votre question? Non, oui, tout à fait. Et la mobilisation au démarrage des personnes ressources? Alors, pour rechercher, en fait, c'est un sujet... de notre côté, l'association est formée uniquement de bénévoles, et je suis la seule permanente et pas à 100% de mon temps sur cette association. Donc chez nous, mettre la ressource nécessaire, c'est passer des nuits. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à être visible, c'est effectivement le côté réactif qui est important, c'est de passer du temps et d'être généreux avec le temps et de répondre à toutes les sollicitations et de passer le temps qu'il faut pour répondre à ces sollicitations. Ensuite, deuxième point, s'organiser toujours. Il faut hiérarchiser vos projets, vos actions, c'est-à-dire que
vous avez tous plusieurs projets dans vos tiroirs parce que la demande est forte et qu'il faut répondre aux besoins de la population ou d'autres besoins. Et je pense qu'il faut axer votre demande sur un projet. On ne peut pas courir plusieurs lièvres en même temps. Et comme ça demande quand même beaucoup de temps, la recherche de mécénat, ce que vient de dire Madame Blaillot, je pense qu'il faut hiérarchiser vos projets et élaborer. Alors, un rétroplanning, c'est un grand mot pour tout de suite, mais simplement de dire, voilà, grosso modo, si j'ai besoin si je souhaite commencer mon projet à telle date, il faut considérer que le mécénat, c'est pas instantané, c'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément l'argent le mois suivant. Il faut un certain temps pour chercher, pour cibler. Et il faut faire un rétroplanning et ça permet aussi de vous donner des stades d'avancement. Et une fois que la première étape est passée, vous passez à la seconde. C'est-à-dire que le premier moment où vous avez effectivement réfléchi en interne à la stratégie, le deuxième moment, ça va être ciblé. Le troisième moment, ça va être aller rencontrer, envoyer un dossier. Enfin, le troisième moment, le dossier. Le quatrième, aller rencontrer. Donc c'est vrai que ça demande un peu de temps et il faut l'organiser. Ensuite, le point essentiel, et là c'est une démarche marketing, c'est des prémices d'une démarche marketing, il faut cibler les mécènes à contacter, que ce soit pour les fondations en fonction de leur domaine de financement ou pour les PME. Dominique, peut-être qu'en ce moment, je crois que vous enregistrez un certain désordre pour l'instant dans l'arrivée des sollicitations. Vous en dire deux mots ? Oui, le grand problème des périodes comme celle-ci, où, donc, je le répète, on assiste à la pénurie, enfin l'assèchement d'un certain nombre de financements qui étaient récurrents du type public, c'est l'effet d'aubaine. Et c'est un très gros problème pour les mécènes, mais c'est un très gros problème pour vous aussi. C'est-à-dire que nos grands objectifs aujourd'hui, c'est d'essayer d'éviter la déperdition d'énergie inutile. Autrement dit, d'éviter aux porteurs de projets de monter des dossiers, de multiplier les dossiers. On vient de voir, vous avez souvent pas beaucoup de temps à consacrer à ça, en pure perte, c'est-à-dire de vous adresser à des mécènes qui ne prendront pas votre projet. Alors, là j'insiste énormément, d'où l'intérêt de savoir qui est la personne à qui vous vous adressez, ce qu'elle cherche, quelle est sa logique, quelles sont les échelles financières qu'elle manie aussi, parce que si vous cherchez 100 000 euros et que vous vous adressez à quelqu'un qui n'en distribue pas plus que 8 ou 9 000, ça sert à rien, ça sert à rien de le faire comme ça. Donc là, il y a un travail vraiment d'essayer de se mettre à la place de l'autre. En général, l'autre émet toujours des messages. Je veux dire, le bailleur, il émet toujours des messages. Alors, il y a deux types de bailleurs. Il y a les entreprises dont on peut savoir qui elles sont, quelle est leur logique dans leur activité économique, quelle est leur implantation locale, même si parfois on n'arrive pas à lire clairement quel est son projet de mécénat, puisqu'il y a des entreprises qui n'ont pas de projet de mécénat complètement articulé. Surtout d'ailleurs des petites entreprises. Mais on peut imaginer que là où une petite entreprise n'a pas un projet de mécénat complètement articulé, en revanche, elle a une logique territoriale forte. Donc ça, c'est un critère très important. Est-ce que dans votre proximité, il n'y a pas des entreprises qui agissent sur le même territoire que vous et qui pourraient être fiers, heureux de vous accompagner, de mobiliser leur personnel pour ça? Donc, comprendre qui est son interlocuteur, lire ce qu'il émet comme message. À la Fondation de France, nous émettons des messages extrêmement précis sur ce que nous souhaitons soutenir, en tout cas à travers les programmes menés par la Fondation de France pour le compte de donateurs qui se confient à nous. Nous émettons des messages extrêmement précis et très régulièrement et de plus en plus, et ça nous pose un énorme problème, on reçoit 4, 5, 6 fois plus de dossiers que ce qu'on est capable de financer, mais surtout avec des gens qui ne lisent pas les critères. C'est-à-dire il y a un effet d'aubaine absolument énorme. Et donc, les associations ne lisent pas, ne regardent pas. Elles font des usines à projets, elles envoient des projets sans regarder. Donc, j'insiste, essayez de comprendre la logique du bailleur, essayez de regarder s'il n'y a pas... Il y a pas mal d'initiatives de mécénat territorial qui sont en train de naître. C'est un mouvement extrêmement intéressant qui nous vient très largement de l'étranger. On était dans un pays très centralisé, donc il y avait peu de projets d'initiative locale, mais c'est une chose qu'il faut regarder, c'est quand on est sur un territoire, inscrit dans son territoire, et encore une fois, regarder les échelles financières aussi. Oui, et puis ce que vous signalez, c'est qu'en même temps, c'est un intérêt majeur pour limiter les frais qui sont afférents des deux côtés, et on n'a pas d'argent à perdre dans les intersections. Il faut que ça porte sur les missions. Je voudrais ajouter une autre chose, se montrer.
ce que vous avez dit, ce que Marianne a dit, se montrer, aller dans les endroits où on pense où on va pouvoir se voir, discuter avec les gens, et repérer des acteurs, leaders, qui, s'ils vous financent, feront un effet d'entraînement sur d'autres. Oui, mais on y reviendra peut-être plus tard, ça, sur ce sujet. Madame Fieux, j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu quels sont les critères d'éligibilité, puisqu'au fond, vous êtes dans la situation de la PME qui décide d'un engagement, et puis pas d'un engagement principalement financier, hein, il est d'une autre nature. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur la façon dont vous regardez ça et dont vous vous sentez approché à juste ou à mauvais titre? Alors, peut-être on vous présentera qui est notre société. Les critères d'éligibilité, nous, c'est d'abord être sur Lyon et Paris. Donc, on a un critère territorial, puisqu'on est implanté sur Lyon et Paris. Un deuxième critère, c'est être dans l'humanitaire et le solidaire. Alors, c'est vaste, donc on le fait un peu au coup par coup, mais maintenant, on commence à peu près à cibler après une dizaine d'années d'expérience. Et puis, un troisième critère, c'est notre champ de compétences, c'est-à-dire que pour nous, c'est toutes les compétences disponibles dans la société qui sont susceptibles d'être mises à disposition. Donc, les consultants, mais aussi toutes les fonctions support, même si ce mot n'est pas très sympathique, mais voilà, c'est les comptables, les secrétaires, les assistantes, etc. Voilà, donc c'est un premier volet, c'est-à-dire que si on ne rentre pas dans ces créneaux-là, c'est pas forcément la peine de venir nous voir. Mais on a pu faire des exceptions, des responsables d'associations qui venaient nous voir dans nos bureaux, on accepte encore, voilà. Et puis après, il y a un deuxième volet d'éligibilité, c'est-à-dire qu'il faut que le projet soit accessible. Effectivement, on nous a déjà demandé de refaire un projet d'association sans le conseil d'administration. Ben, on dit non, voilà, c'est tout simplement, c'est aussi bête que ça. Il ne faut pas être dans l'urgence, c'est-à-dire que quand on est sur des mécénats de compétences, si vous nous demandez d'agir dans les 15 jours, on dit non, c'est très clair. Et puis après, il y a l'étude de la faisabilité du projet. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous demandez la Lune avec 3 francs 6 sous ou 3 francs 6 sous de moyens, ben c'est sûr qu'on dira que ce n'est pas possible, quoi. Donc après, on a tout un volet de sélection. Puis le dernier volet qui est là vraiment vrai, c'est si on n'a pas de volontaire, on est obligé de vous dire que ce n'est pas possible. Donc il y a ces 3 volets de processus sur lesquels il faut passer pour pouvoir arriver au bout de pouvoir vous aider et vous accompagner. Est-ce que vous avez une idée du temps entre le moment où un dossier vous arrive et le moment où vous êtes en mesure de formuler une réponse? Vous regardez juste pour qu'on donne un indice. Alors ça va entre 3 semaines et 2 mois, on va dire comme ça. Voilà. Et c'est vrai qu'après, ça dépend un peu aussi de la disponibilité du bureau, puisqu'on est plusieurs membres du bureau à sélectionner les projets, et de la coordination qu'on a. Donc ça dépend aussi de notre charge de travail, parce que nous sommes aussi pour partie le bénévolat sur ce travail-là. Alors peut-être je laisserai Cécile présenter qui est Algoé, voilà, le représentant. Présenter qui est Algoé. Donc Algoé est une entreprise de taille intermédiaire, donc une entreprise de 200 personnes qui intervient dans le conseil en management et en organisation, tant auprès de collectivités que du secteur privé. Et cette entreprise, donc, qui peut incarner la cible potentielle de mécénat, a une particularité, c'est qu'elle est détenue par ses salariés. Donc les salariés sont actionnaires majoritaires, ce qui en fait une autre spécificité. La création d'Algorev date de bientôt 10 ans. On va fêter les 10 ans dans quelques mois. Et ce qui est à souligner, c'est que l'initiative de la création d'Algorev, donc sur du mécénat de compétences, est une initiative des salariés. Donc ce n'est pas une démarche peut-être traditionnelle d'un employeur qui décide d'aller dans cette démarche, mais une écoute et un accompagnement de l'employeur sur une initiative des salariés qui, à l'époque des mises en place d'accords 35 heures, donc il y a plus de 10 ans, s'est interrogé sur que faire de ce temps disponible et au travers du cœur de métier d'Algoé sur la gestion des compétences et le management de projet, comment mettre ça au bénéfice plus largement de la société. Donc cette initiative originale a donné lieu à la naissance d'Algorev, donc association de mécénat de compétences, association loi 1901, avec donc une présidente aujourd'hui, Isabelle Fieux, un conseil d'administration, un bureau et un fonctionnement qui s'articule en toute autonomie et cohérence avec Algoé, entreprise à but lucratif, sur ce qu'elle peut apporter sur le registre du mécénat de compétences. Donc si je vais aller sur les modalités pratiques, c'est
un fonctionnement sur lequel l'ensemble des compétences d'Algoé, de toutes les filières que ce soit, celles du cœur de métier de consultant, mais aussi de l'ensemble des autres filières, marketing, finance, informatique. Donc l'ensemble des compétences représentées au sein d'Algoé peuvent être mis à disposition d'associations dans le cadre d'un projet défini. Et Isabelle pourra, comme Alors elle là, l'a fait... on voit bien, pardon, je vous interromps parce qu'il faut qu'on garde le fil, mais ce qu'on voit bien dans ce que vous venez de définir, c'est que connaître la société permet de vraiment bien définir ce que vous pouvez lui demander, hein, puisque là, il y a la ressource, c'est vraiment connecté. On va reprendre le fil donc, de notre réflexion. Autre point important et le primordial, c'est obtenir un rendez-vous. Effectivement, aujourd'hui, c'est le plus difficile. Hein, quand on est en mécénat, c'est essayer d'avoir des contacts et avoir un rendez-vous pour présenter son projet. Donc, c'est rechercher des personnes, surtout dans votre réseau relationnel. C'est très important parce qu'en fait, on peut très vite démultiplier les contacts dès lors que vous en parlez en interne, autour de vous, en externe, que vous êtes en recherche de mécénat. Et là, forcément, il y a des gens qui peuvent œuvrer pour vous, des salariés, je le disais tout à l'heure, des adhérents, des membres du conseil d'administration qui peuvent œuvrer. Et généralement, on connaît toujours quelqu'un qui connaît. Donc, ça va vite se démultiplier. Peut-être que ça veut dire aussi qu'il faut réfléchir à sa gouvernance et qui on met autour de soi. Je crois que vous avez un président particulièrement important, notamment, hein, oui. Marianne. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors je crois que nous, on a une expérience qui va faire rêver beaucoup de monde. Notre expérience de mécénat a commencé lors d'une nombreuse présentation des orchestres à l'école, dans une mairie de quartier, où Claude Bébéar était dans la salle. Et donc, il a été très sensible au projet, et c'est lui qui est venu nous voir derrière en nous disant « Comment puis-je vous aider ?» Donc là, il a fallu être réactif, effectivement, en expliquant tout ce dont on pouvait avoir besoin. Jusqu'à présent, on n'avait jamais fait appel au mécénat. C'est-à-dire que l'association a été créée à ce moment-là, pour ce besoin-là, mais on avait quand même 7 ans d'expérience, donc on avait quand même pris le temps de construire le projet seul, avec les moyens du bord. Et donc, Claude Bébéar nous a dit « Je vais vous ouvrir mon réseau ». Et c'est là que l'aventure a commencé. Le premier rendez-vous qu'on a eu, c'est avec Jean-Bernard Lévy, le président du groupe Vivendi. Et puis, l'aventure s'est continuée. Ça soulève aussi un point important. On n'a jamais demandé d'argent à Claude Bébéar, de notre côté. Et c'est important de savoir ce que la personne a envie de nous donner, pas seulement ce qu'elle peut nous donner. Et il nous a apporté beaucoup plus que s'il nous avait donné une subvention lui-même. Il nous a apporté tout un réseau et c'est vrai qu'après, ça s'est déclenché au fil des rendez-vous. On n'est pas encore au conseil d'administration américain où tous les membres du board donnent, hein, quand même. On pourrait le redire, ça, parce que c'est quand même un sujet important. Ils sont recrutés pour ça. Ils sont recrutés pour ça. Donc c'est vrai, on a des choses sur lesquelles il faut qu'on avance. Aussi, hein, peut-être. Donc je reviens, si vous n'avez pas de relation, vous pouvez effectivement envoyer un dossier, mais l'objectif primordial pour pouvoir avoir une réussite dans le mécénat, c'est d'obtenir un rendez-vous. Ça veut dire grosso modo que d'une part, ça c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est que quand vous avez ce rendez-vous, il faut vous présenter. Il faut que vous ayez anticipé, un peu comme un... Moi, je compare toujours ça un peu en cas d'un recrutement. Quand vous êtes allé voir une entreprise pour vous faire embaucher, vous aviez préparé avant votre laïus, vos atouts, etc. Donc là, c'est pareil. C'est comme si vous alliez vous faire embaucher, entre guillemets, auprès de votre mécène. Il faut donc arriver tout près avant de le rencontrer. Il faut se souvenir que l'enjeu d'une rencontre, c'est de la concrétiser. Je voudrais juste sur ce sujet un mot. Il faut quand même aussi respecter l'horaire du bailleur, parce que chez un certain nombre de bailleurs organisés comme la Fondation de France, vous rencontrez quelqu'un dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'on vous demande d'abord d'envoyer un dossier et ensuite c'est le bailleur qui règle le timing sur le moment où il a envie de vous rencontrer. Donc je pense qu'il faut aussi avoir écouté et bien sûr que le moment du rendez-vous va être crucial. Là, je suis tout à fait d'accord avec ça. La rencontre physique est un truc très important. Mais certains bailleurs ne font pas toujours des rencontres physiques. Nous ne le faisons pas toujours sur tous les dossiers. Donc il faut aussi comprendre comment fonctionne votre bailleur. Alors, Madame Blaillot avait une expérience à ce sujet sur la rencontre physique. Oui,
Oui, parce qu'en fait, une fois qu'on a compris qu'on pouvait avoir du mécénat, on s'est aussi lancé dans la recherche de mécènes et on a commencé à remplir les dossiers des différentes fondations, d'entreprises. Et on s'est vraiment rendu compte que si on n'arrivait pas à obtenir le rendez-vous, quelle que soit la qualité de notre projet, et maintenant on sait qu'on a un projet de qualité qui peut intéresser des mécènes, quand on n'arrive pas à obtenir la rencontre physique où on fait passer la chaleur, on fait passer la passion qu'on a sur notre projet, c'est plus difficile et c'est même le cas vers des fondations qui viennent vers nous. On a un exemple d'une fondation qui nous a appelés un jour et puis on a rempli le dossier et puis on s'est dit comme c'est elle qui nous a sollicité, ça devrait fonctionner. On ne les a jamais rencontrés et ils nous ont refusé sur un critère qui est complètement décalé avec notre problématique. Et là, on a vraiment regretté de ne pas avoir profité du fait qu'ils soient venus vers nous pour essayer d'obtenir un rendez-vous pour leur présenter le projet. Autre point essentiel, mais qui est plus centré sur le chef d'entreprise, si vous allez solliciter des chefs d'entreprise, c'est de penser qu'eux aussi recherchent un réseau relationnel. Et donc, ça marche dans les deux sens, en fait, si vous voulez. Et que tout dépend, par contre, de votre projet, tout dépend de votre association. Mais si vous pouvez, à un moment ou à un autre, leur faire rencontrer soit d'autres chefs d'entreprise, soit des gens un petit peu importants, c'est aussi pour eux un moyen d'avoir, pas une contrepartie, mais au moins d'avoir une oreille attentive à votre projet en disant, oui, mais effectivement, je donne, mais je vais avoir aussi un petit peu un retour indirect parce que je vais pouvoir rencontrer d'autres personnes. Autre point important, c'est de préparer un argumentaire en répondant à la question suivante: quelle valeur ajoutée est apportée aux mécènes par l'association? Si vous voulez, on parle de partenariat par gagnant-gagnant généralement, même si ce n'est pas tout à fait dans ce sens-là, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément équilibré. Mais il faut aussi que vous arriviez à démontrer à votre mécène ce que vous pouvez lui apporter. Alors c'est un petit peu, c'est vraiment un échange là, à ce propos-là. Alors quelques exemples pour une entreprise mécène, je vous les livre comme ça, plus sur l'entreprise parce que c'est un petit peu un peu plus vrai dans ce cadre-là. Soit vous pouvez essayer de jouer sur la motivation des salariés, sur le développement d'un réseau ou de relationnel, on vient d'en parler, sur la communication de la PME, sur les avantages fiscaux. Enfin, en conclusion, il faut convaincre votre bailleur qu'effectivement, vous répondez à ses attentes, vous répondez à sa stratégie et que vous pouvez vraiment lui offrir autre chose, vos atouts aussi. Peut-être, mesdames Guinamard et Fieux, vous pourriez nous parler de ce qui fait qu'on rencontre un salarié et qu'il est motivé à aller rencontrer ou travailler ou à donner de son temps sur un sujet qui lui est présenté. Comment est-ce que ça advient? Alors, je vais provoquer, je vais dire ne nous parlez pas d'avantage fiscal, je parle pas de la place de Cécile, mais bon, on ne fait pas ça pour ça. D'ailleurs, on l'a fait avant la loi qui faisait ça. Alors, les motivations des salariés, il y en a plusieurs. Je pense que d'abord, Algoé avait une culture et un état d'esprit qui faisait qu'on était ouvert. Il y avait beaucoup de gens engagés dans des associations de quartier, des clubs sportifs. Chaque fois qu'on nous donnait un CV de demandeur d'emploi, on se le passait pour essayer d'agiter nos réseaux. On le fait encore. Donc, je crois qu'il y avait une culture et il y avait de toute façon un terreau. Alors, ça, je vais dire, l'association, elle peut simplement accueillir ça. Mais du coup, on a besoin aussi peut-être de cultiver ce terreau. Et Algorève en fait partie. Après, moi j'insisterai sur deux choses qui est à la fois les salariés et à la fois nous qui sommes l'intermédiaire entre les volontaires et l'association. C'est qu'on a besoin de rêver. Et Algorève, ça veut dire des choses, on a besoin de rêver, on a besoin de voir des gens qui s'enthousiasment. Vous parliez tout à l'heure on a des coups de cœur pour des associations. On en a, parfois on n'a pas de coups de cœur, on les aide quand même, mais il y a vraiment eu des coups de cœur avec des personnes. Et ce qu'on aime, et je peux dire mais je pense que c'est globalement, c'est aussi rencontrer des univers qu'on n'aurait peut-être pas l'habitude de rencontrer dans nos missions. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas nos clients et qu'on n'aime pas leurs univers, mais il y a vraiment des personnes qui ont vraiment fait des choix parfois d'être délégués générales dans des associations, mis leurs compétences au service d'un projet et puis au service d'une cause qui, après, renvoie à l'intimité de chacun. C'est-à-dire qu'il y a une part aussi où je ne sais pas vous dire la motivation des salariés parce que je pense que ça renvoie vraiment
à l'intimité de chacun. Pourquoi à un moment, au bout de 5 ans, il y a un volontaire qui se dit « tiens, je vais y aller ». Eh ben, on sait après, pour des raisons très très personnelles, qu'il y est allé. Mais voilà, en ce moment, on a par exemple tout un travail sur l'accueil de familles dans les hôpitaux pour les enfants malades. Ben, on a 2-3 parents qui se sont engagés et voilà, ça renvoie à des choses très très personnelles. Alors, je crois que vraiment, il y a l'échange, il y a vraiment envie de rencontrer des gens sympathiques, enthousiasmes, qui voilà, se défoncent sur des projets. Je crois que vraiment, il y a ça. Et puis, c'est vrai que dans les missions, les volontaires, il y a très vite une reconnaissance. Vous êtes dans des univers qui ne sont pas gigantesques et on voit très vite les fruits de ce qu'on peut apporter. Et je pense aussi qu'il y a une personne qui a goûté une fois, ben, il y revient une deuxième fois. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis, il y a une chose, vous disiez tout à l'heure aussi, alors nous, on s'inclut, vous disiez qu'il n'y a pas de contrepartie, ben, nous, on en demande une. On en demande une toute petite. C'est-à-dire qu'on dit, on vous donne du temps et on vous dit, donnez-nous quelque chose de vous. Et on invente avec vous ce que ça va être. Alors, ça peut être simplement venir parler aux salariés de ce que vous faites pour que le coup de cœur il soit partagé entre les membres du bureau, le volontaire et l'ensemble des salariés. Mais ça peut être autre chose. On a aidé des associations qui faisaient de l'écoute aux personnes en difficulté. Ils sont venus nous faire une formation à l'écoute. Il y en a même un qui est venu nous faire une formation au clown. Voilà, comment on est clown. Voilà, il y a des salariés qui ont dit, moi, tiens, je vais passer une demi-journée. Donc, c'est après inventer. Je pense que vous revenez là profondément sur un des motifs qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire savoir ce que vous pouvez apporter. Voilà, tout à fait. Alors, numéro, je ne sais plus combien, mais... Voilà. Mais bon, je pense qu'il n'y a jamais de souci. Et puis, c'est parce qu'on met déjà au début, au démarrage, on dit on va inventer en se connaissant. Mais c'est aussi vraiment... je pense que vous n'imaginez pas ce que vous apportez comme enthousiasme, comme voilà, on est dans un monde qui n'est pas forcément toujours facile et drôle, et ce monde des associations où effectivement dans l'humanitaire et le solidaire il y a vraiment de magnifiques choses qui se passent. Ben, on a aussi besoin de savoir que ça se passe et qu'on peut œuvrer et vous aider pour quelques jours par an pour ça. Et ça. Voilà, donc on a plutôt besoin de rencontrer des gens qui savent parler de leur projet, qui sont sympathiques, voilà, qui prennent le temps parfois de déjeuner avec nous pour rencontrer, pour parler d'eux, faire rencontrer des volontaires, pourquoi pas aller visiter leurs locaux ou un site, etc. Et on a besoin de ça, vraiment. Peut-être pour compléter rapidement, on parlait tout à l'heure entre fonctionnement et projet. Et je pense qu'il y a quelque chose que disait Isabelle qui est de faire rêver, quel que soit le sens, le projet de vos associations. Et la difficulté, sans doute, c'est comment, à partir de choses qui sont très rationnelles, financières, un budget de fonctionnement, des engagements. Donc là, on est côté finance et c'est très important d'être très clair là-dessus. Mais comment, quand vous êtes devant un mécène, vous pouvez transformer tout ça, y compris ici, de ce point de vue-là, c'est du fonctionnement, en projet. Donc comment le fonctionnement peut devenir un projet qui est le sens de l'association, son objet, et qui va faire écho auprès du mécène. Oui, je crois que vous avez raison. Parler projet, c'est une dimension qui ne s'arrête pas juste à la réalisation d'un élément ou d'un moment concret de la vie de l'association. On va continuer puisqu'il nous reste 10 minutes avant de prendre vos questions. Donc on va essayer d'aller un peu rapide. Donc élaborer un dossier, ça veut dire quoi? Ça veut dire être concis. C'est grosso modo 5 à 8 pages maximum. Alors ensuite, vous avez tous les dossiers Fondation de France. Effectivement, je reprends un peu les propos de Madame Lemaître. Il faut que vous alliez voir sur des sites, et notamment Fondation de France ou l'État, les dossiers. Les dossiers doivent être concis. C'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à retenir l'essentiel de votre action et de vos valeurs, de vos atouts, de votre projet, en peu de pages. Voilà, c'est ça qui fera la différence par rapport à si vous envoyez un dossier de 50 pages. De toute façon, il ne sera pas lu. Grosso modo, la structure, c'est la présentation générale, je vais passer très rapidement, mais surtout le projet de mécénat. C'est-à-dire sur 5 à 8 pages, grosso modo, il faut 2-3 pages de présentation et tout le restant sur le projet. C'est ça qui est important, c'est le projet, avec les avantages et le budget, et bien entendu un budget prévisionnel détaillé. Il me semble quand même très important de souligner la gouvernance. Je pense que c'est un point sur lequel on ne revient pas toujours assez, et la gouvernance est quand même un élément qui est de plus en plus regardé par l'ensemble des partenaires et qui permet de mesurer si les objectifs sont en rapport avec la capacité de portage qui est derrière. Tout à fait. Et enfin, dernier point, on va dire la cerise sur le gâteau, les avantages fiscaux. On s'est aperçu dans le cadre de notre enquête que ce n'est pas ce qui motivait essentiellement, et ça a été dit autour de cette table, l'acte de mécénat. Mais par contre, ça permet un effet de levier sur le montant du don. Il est donc quand même nécessaire que vous sachiez, si vous pouvez émettre un reçu fiscal,
Et 2, affiner cette présentation, c'est-à-dire pour le mécène, dire, ben voilà, ça vous permettra également d'avoir une réduction d'impôt. Alors, quelle réduction d'impôt, on le verra un petit peu plus loin, mais là, aujourd'hui, il faut déjà, en interne, savoir si vous êtes d'intérêt général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une gestion désintéressée. Ça veut dire qu'effectivement, les dirigeants de l'association ne sont pas rémunérés. Alors, il y a toujours effectivement des spécificités, mais en clair, c'était un peu ça. Ne pas réaliser d'opérations lucratives, bon, ça c'est assez compréhensible. Ne pas profiter à un cercle restreint de personnes, et là-dessus, il faudra faire un petit peu attention parce que la jurisprudence revient beaucoup sur cette notion. Et exercer une activité qui entre dans le champ d'application de l'article 238 bis. Et ces activités sont relativement larges. Alors, il faut rentrer par contre particulièrement dans ces activités exclusivement. Ça veut dire que si vous êtes en dehors de cette liste d'activités, vous ne pourrez pas émettre un reçu fiscal. Puisque l'objectif d'être d'intérêt général, c'est de pouvoir émettre un reçu fiscal. La réduction d'impôt, c'est quand même 60 pour le mécène, c'est 60% du montant du don. Alors, dans la limite d'un plafond de 0,5% du chiffre d'affaires quand c'est une entreprise, avec une possibilité de report, mais c'est quand même quelque chose qui est relativement important sur l'effet de levier du don. Alors, on parle de contrepartie. Rappelez-vous, la définition du mécénat, au démarrage, on a dit sans contrepartie équivalente. Il y a quand même une petite notion de contrepartie, effectivement, mais elle doit être très disproportionnée. C'est-à-dire que l'association peut rendre quelque chose au mécène, mais de façon disproportionnée entre les sommes données et les avantages rendus aux donateurs. Alors peut-être là, je voudrais demander à Dominique peut-être de nous commenter ça, parce que c'est un point qui est très sensible en ce moment dans la vie de nos structures. D'abord, il y a deux grandes situations. Si vous vous adressez à une fondation, à un bailleur qui est déjà de type à but non lucratif, cette question des contreparties ne se pose pas. Vous ne vous posez aucune question dans ces cas-là. C'est-à-dire, le bailleur ne vous demandera rien ou va vous demander des choses que vous pouvez lui accorder, il n'y aura aucun problème. Puisque la déduction fiscale a déjà été opérée en amont de lui. Donc il n'y a plus cette question de la déduction fiscale. Et d'ailleurs, il ne vous demandera pas de reçu fiscal. Ne lui en envoyez surtout pas. Donc quand vous adressez une fondation ou un fonds de dotation, pas de problème de reçu fiscal et de contrepartie. Alors, quand vous vous adressez à une entreprise, je voudrais réagir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, madame. La contrepartie n'a trait qu'à l'activité commerciale de l'entreprise. Ce qu'on appelle une contrepartie, c'est quelque chose que vous allez renvoyer à l'entreprise qui est supposé l'aider à vendre ses produits ou à mener son activité commerciale de manière plus favorable. Alors, c'est un sujet extrêmement délicat parce que il y a un aspect totalement écrit. Il y a une circulaire fiscale à ce sujet qui distingue ce qu'on appelle le mécénat de ce qu'on appelle le parrainage. Le parrainage étant en droit français exactement l'équivalent du sponsoring, qui est un terme anglo-saxon. Dans le mécénat, effectivement, c'est un acte gratuit, le mécénat. Donc l'entreprise est supposée vous donner de l'argent sans rien vous demander en échange qui puisse l'aider à faire valoir son activité commerciale. Dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que, voilà, tous les actes que nous commettons dans la vie ont un intérêt. Quand on parle de choses désintéressées, on peut avoir un intérêt moral à faire la chose, on peut avoir un intérêt parce que ça nous crée du plaisir, voilà. Donc il faut savoir de quoi on parle. En matière de contrepartie commerciale, la disproportion doit rester marquée. Autrement dit, quand une association vient faire une formation, madame, chez vous, pour expliquer ce que c'est qu'un clown, etc., on n'est absolument pas dans de la contrepartie commerciale. Donc il n'y a aucun problème avec ça. La plupart du temps, quand on est dans du remerciement, que l'association renvoie des remerciements, y compris publiquement, ça ne se chiffre pas. Donc on n'est pas dans des contreparties. On ne peut pas commencer à chiffrer ces contreparties. On commence à chiffrer des contreparties quand on rend. Il y a des associations qui sont en mesure de le faire, qui disposent par exemple de salles, qui créent des spectacles, voilà. Je vais vous donner un exemple. Si l'Opéra de Paris bénéficie de mécénat, il a des moyens de renvoyer des contreparties chiffrables à son mécène en matière de places offertes pour les salariés de l'entreprise ou des visites privées ou la mise à disposition de lieux. Là, on commence vraiment à chiffrer. Et ce que la jurisprudence, je veux dire ces choses entre guillemets dit aujourd'hui, c'est que le mécène ne peut pas prétendre à plus de 25% en contrepartie sonnante et trébuchante, enfin chiffrable, de 25% de la somme qu'il a donnée. Voilà. Donc une fois qu'il a déjà eu 60% de déduction fiscale et qu'en plus
il reçoit 25% chiffrable, donc de réelle contrepartie. Bon, on peut dire qu'il a vraiment tout intérêt à vous aider. Juste un petit tableau, je vais pas le commenter, il parle de lui-même. En fait, quand je vous dis que ça fait un effet levier du don, si vous étiez en parrainage pour un versement net pour l'entreprise ou le mécène de 1 000 euros, vous recevriez 1 500 euros par le jeu des déductions, puisque là, c'est de l'impôt sur les sociétés, notamment dans les entreprises classiques, dont 33 un tiers, il peut déduire de ces 1 500 euros, 500 euros, ça fait 1 000. Par contre, vous voyez de l'autre côté que pour toujours ces efforts financiers nets de 1 000 euros, vous pouvez avoir 2 500 euros en mécénat. Vous voyez qu'il y a quand même un écart significatif. Pour la même chose, pour une somme nette donnée par une entreprise, vous avez quand même 1 000 euros de plus dans cet exemple, auquel il faudra rajouter les 25% de contrepartie de communication. Donc vous voyez effectivement que vous avez plutôt intérêt à jouer le mécénat dans ce cadre-là, quand c'est possible, hein, bien entendu. Attention, il ne faut surtout pas déguiser du sponsoring, enfin du parrainage en mécénat. Vous avez un risque quand même fiscal important et à la clé des amendes. Voilà. Dominique, peut-être un commentaire là-dessus. Non, je voulais ajouter, il y a une zone dangereuse sur laquelle je voudrais insister. C'est quand une entreprise veut travailler avec vous dans le cadre d'un produit partage. Alors là, il faut faire très attention. Pour plusieurs raisons. Ça, c'est des opérations à caractère commercial. C'est-à-dire, en fait, le produit partage se caractérise par le fait que l'entreprise va vendre un de ses produits en abandonnant une partie de sa marge. Et là, j'insiste bien, il faut déjà vérifier que ce n'est pas le client qui paye le supplément du prix, mais que c'est bien l'entreprise. Et quand c'est l'entreprise, il faut faire très attention à propos des conditions dans lesquelles se déroule ce produit partage, du bénéfice que vous allez en avoir vous, parce que parfois, ces opérations ne rapportent absolument rien. Donc déjà, quand vous signez une convention avec une entreprise à ce sujet, exigez un minimum garanti. Je sais que vous n'êtes pas souvent en position de force, mais c'est quand même très important que l'entreprise fasse pas son opération à son profit et que vous n'ayez rien à la sortie. Ça s'appelle des contrats Léonard. Et faites attention, et là, consultez un fiscaliste pour savoir si vous êtes encore bien dans le domaine du mécénat et si vous ne devez pas basculer dans le domaine du parrainage. Le parrainage, on ne l'a pas dit, hein, on a dit ce qu'était le mécénat et comment il se déduisait. Le parrainage, c'est une charge. C'est une charge de l'entreprise et vous devez envoyer une facture en face du parrainage. Si vous êtes dans un cas de parrainage, ça veut dire que vous êtes en train de vendre de la communication à une entreprise. Et dans les produits partage, il faut très soigneusement examiner les conditions pour savoir si vous ne basculez pas dans une question de parrainage. Ça paraît effectivement absolument important. Est-ce que vous êtes trouvé dans des situations de ce type ou est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez commenter qui vous ont... Au niveau d'Algoé ou d'Algoref, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé de situation ambiguë. Les produits partage sont souvent faits avec des entreprises qui... Marianne, est-ce que vous avez eu des difficultés de partage, de réflexion sur comment vous alliez... organiser certaines choses ou face à des pressions trop fortes que vous ne pouviez pas tout à fait répondre? C'est vrai que certaines entreprises ne maîtrisent pas ces sujets et parfois vous demandent de fonctionner en parrainage, tout simplement, et par ailleurs d'avoir un reçu fiscal. Donc c'est important que les associations soient bien conscientes des règles pour éviter de se mettre dans des situations, et ça a pu nous arriver au départ, de se mettre dans des situations où on n'est fiscalement pas dans le juste. Donc c'est aux associations et non pas de bien connaître le règlement et pas se dire que c'est les entreprises qui savent ce qu'elles font et qu'on doit tout accepter de ce qu'elles nous proposent. Il faut qu'on sache dire non et qu'on sache les orienter vers ce qui est possible pour qu'on puisse garder un statut d'intérêt général et rester dans le mécénat. Oui, le mécénat, c'est quand même un tirage sur les finances publiques. Il faut en être vraiment conscient de ce que vous émettez. C'est une délégation qui vous est faite, mais qui est extrêmement impactante. Elle est impactante. Dominique, tu veux faire un petit... Je dis qu'en fait, il faut surtout savoir dans quel cadre on est, parce qu'on peut aussi avoir des risques quand on émet une facture et qu'on n'a pas envoyé les contreparties justifiant cette facture. C'est-à-dire quand on se situe dans le cadre du parrainage. Et dans le cadre du parrainage,
si on le fait trop souvent, on risque aussi de commencer à déborder le caractère lucratif, puisque si on émet des factures, on devient une entreprise on devient une association qui vend des choses et qui risque d'être requalifiée sur le plan fiscal et de ne plus pouvoir émettre des reçus fiscaux. Donc, je dis, ce problème, il est à double tranchant. C'est pas parce qu'on se met dans le champ du mécénat qu'on est tranquille ou qu'on se met dans le champ du parrainage qu'on est tranquille. Il faut analyser la situation et savoir si on est dans la bonne solution et tirer toutes les conséquences en matière de facture, en matière de reçus fiscaux, etc., etc. Et vérifier que vous êtes d'intérêt général n'est pas le moindre des problèmes. N'est pas le moindre des problèmes, et on le voit vraiment en ce moment. Enfin, on a eu ces dernières années quand même un extrême courant de libéralisme, je ne vous apprends rien, mais très ouvert, avec beaucoup de choses qui sont rentrées, beaucoup d'essais, beaucoup de tentatives. On voit quand même que l'échange qu'on va avoir avec... dans les temps qui viennent, va être beaucoup plus raide, beaucoup plus tendu. On en voit pas mal de signaux de raidissement entre l'administration fiscale notamment et puis les associations qui présentent leurs projets. Tout n'est pas éligible, et c'est pas parce que vous trouvez que l'action que vous menez est bien qu'elle rentre dans le périmètre de l'intérêt général. Et j'ai eu, moi, au Centre français des fondations, pas mal de gens qui sont venus en me disant « je nous considère d'intérêt général ». Certes, formidable. Le problème, c'est est-ce que l'administration vous considère d'intérêt général? Parce que c'est là que vous allez engager un discours ou une relation qui peut être tendue. Donc, l'objet de cette réunion n'est pas de surpeser sur ce sujet, mais de vous rendre vraiment conscient du fait que là, on a des zones grises qui sont très mal délimitées, notamment sur l'action internationale. J'attire votre attention sur ce sujet, qui quand même est un sujet très chaud pour tout le monde. Et qu'il est un devoir de responsabilité collective que vous engagez chacun vis-à-vis de l'ensemble de tous ceux qui sont dans cette salle et plus large, de vous tenir à carreau sur ce sujet. Parce que ce qui fera mal, c'est les descentes, et vous savez les effets d'une mauvaise descente et d'un mauvais retour. Donc on a une responsabilité collective on est des gardiens du temps de la mise en jeu d'un projet d'intérêt général. Il faut s'y conformer. Juste pour finir, vous avez la possibilité quand même de faire des rescrits fiscaux pour savoir et pour avoir une réponse de l'administration fiscale. Mais oui, c'est pas en même temps, reviendra. En même temps. En même temps. Alors pour finir, pour conclure, je crois que l'objectif, c'est effectivement de proposer un échange gagnant-gagnant tout en démontrant votre professionnalisme. Pensez à toutes les formes de mécénat, et ici vous avez un exemple de mécénat de compétences, et n'oubliez pas de remercier. Et puis je crois qu'il faut que vous ayez le goût de ça. Et sur ce sujet, je pense, Marianne, que vous pourriez nous donner la conclusion, parce qu'on sent à votre sourire, aux rencontres que vous avez faites, à l'étonnement qui s'est créé dans certaines de ces rencontres, parce que chaque fois c'est une rencontre, donc il y a les deux côtés qui bougent en fait finalement dans cette faveur-là. Je crois que là vous avez vraiment peut-être pris un goût nouveau que vous ne vous connaissiez pas. Oui, et puis en fait on se rend compte qu'il faut parfois y aller étape par étape. C'est-à-dire qu'on rencontre un mécène, on peut commencer avec une petite opération et surtout bien apprendre à les connaître pour pouvoir proposer toujours des choses différentes. Mais ce dont on se rend compte, nous on a quand même levé maintenant 800 000 €, on a augmenté encore de fonds depuis 3 ans. Mais on a aussi beaucoup de mécènes sur lesquels ce ne sont pas forcément des fonds qu'on a levés, mais on a monté des opérations spéciales pour eux qui nous ont donné de la visibilité, qui nous ont permis d'intensifier des projets qu'on a lancés et de conforter d'autres mécènes dans l'action. Donc je dirais que le principal atout vis-à-vis d'un mécène, c'est d'arriver et d'être créatif, de ne pas arriver avec quelque chose de complètement carré. Il faut toujours laisser une part à de la créativité et à essayer de trouver ce qui va pouvoir nous apporter. Donc il faut rester l'esprit ouvert et construire avec eux, mais tout en leur montrant qu'on a déjà construit quand même, parce qu'il n'y a rien de pire, je crois, pour un mécène ou un partenaire, d'avoir une association qui arrive et qui dit « je ne sais pas ce que je vais vous proposer, on va construire ensemble ». Je pense qu'ils n'ont pas le temps pour ça. Alors, on va peut-être prendre quelques questions de la salle, puisque nous avons un quart d'heure pour ça que nous avons soigneusement réservé à votre effet. Madame, au premier rang. Attendez. Vous savez qu'on n'entend rien. Et puis alors la salle, puisque justement le groupe a grandi. Bonjour, tout à l'heure vous avez abordé le problème
On vous entend On très vous entend mal. pas. Oui. Vous m'entendez pas, non? Oui, Ouais, voilà. c'est bon. Voilà. Le mécénat de compétences, qu'entendez-vous par... Est-ce que vous pourriez développer le mécénat de compétences? Alors le mécénat de compétences, ce serait presque plus Madame Fieux à Oui. répondre, parce qu'en fait, juste simple pour dire, c'est du temps homme. C'est effectivement du temps donné par les salariés ou par... Voilà, c'est ça le mécénat. Mais je vais laisser Madame Fieux répondre. Madame Fieux, peut-être au passage, vous pouvez nous donner la distinction entre ce qui serait de l'ordre de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, et puis ou c'est plutôt vous d'ailleurs. Voilà, Mais bon, je pense que là on a c'est un point sensible sur lequel il faut que vous Alors, nous sur éclairiez. la distinction sur la distinction RSE et mécénat de compétences, aujourd'hui chez Algoé, on considère que Algorêve est le mécénat de compétences, donc la mise à disposition de temps qui est pour une part financée par Algoé Entreprise et d'autre part financée, j'allais dire sous forme de dons par le salarié, puisque quand un salarié donne une journée de son temps sur Algorêve, la moitié est prise en charge sur son temps de travail et l'autre moitié sous forme de congé ou d'ARTT. Donc dans ce fonctionnement-là, c'est vrai que pour nous, le mécénat de compétences et Algorêve fait partie d'une démarche globale de RSE. Cependant, Algorêve a été créé bien avant, j'allais dire, que toutes ces démarches, y compris du point de vue légal et des obligations qui touchent à chaque entreprise sur le sujet de la RSE existent. Et donc c'est là où effectivement c'est partie prenante de la RSE. Néanmoins, ça ne dédouane pas les entreprises de leurs obligations légales sur tous les champs que couvre la RSE, que ce soit l'égalité, les plans seniors, le sujet du handicap, l'environnement, la globalité de ces sujets. Oui, j'ai deux questions en fait. Il y a une première question qui concerne le projet lui-même. Il y a de beaux projets comme celui d'un orchestre qui valorise l'image du mécène, et il y a des projets qui ont de mauvaises images, comme par exemple tous les projets associés aux prisons. Donc j'aimerais savoir dans ce domaine si vous avez une expérience et comment aller chercher des mécènes sur ce sujet. Deuxième question, c'est une question de pur marketing. Est-ce qu'il est nécessaire, indispensable de faire un site internet, d'avoir des supports médias type film sur l'association? Alors Dominique Lemaitre peut-être sur les prisons, parce que c'est un Alors, sujet qui vous intéresse. Sur les prisons, c'est effectivement un sujet difficile et tous les mécènes ne vont pas s'emparer de tous les sujets. Néanmoins, je dois vous dire que j'étais moi-même extrêmement surprise. Vous savez peut-être que l'entreprise M6 a fait une fondation sur ce sujet, ce qui est pour le moins étonnant, parce que je n'aurais pas imaginé qu'une entreprise se pencherait sur ces problèmes. Donc ça existe. Et par ailleurs, du côté des particuliers, du mécénat des particuliers, qui est plus souterrain, moins visible, mais néanmoins très important. On n'en a pas beaucoup parlé là, parce que le mécénat des particuliers, on l'atteint à travers des fondations privées, le type de fondation qu'on gère, nous, à la Fondation de France. Et on a récemment fait un point sur ce sujet, parce qu'il y a une bonne nouvelle pour vous, c'est que la Fondation de France va sans doute lancer un programme sur les prisons. Pas en 2012, enfin en 2012, on va faire une étude de préfiguration de ce programme, mais notre conseil d'administration nous a récemment donné le feu vert pour qu'on s'intéresse à ces questions. Donc, je crois que c'est une question qui va faire naître du mécénat dans les prochaines années. Je le sens comme ça. Je vois des mécènes privés qui s'intéressent à ça, les mécènes privés n'ont pas de problème d'image, par définition. Ils n'ont pas de problème d'image. Ils décident de manière souveraine ce qu'ils veulent financer et ce qui les sensibilise. Et donc, dans l'exploration qu'on a fait à l'intérieur de la Fondation de France pour voir dans les dernières années ce qu'on avait financé à travers des programmes sur l'habitat, l'emploi, les maladies psychiques, etc., ce qu'on avait financé dans l'univers carcéral, on a vu qu'il y avait au moins autant de nos fondations qui s'étaient intéressées à ça, nos fondations privées, que la Fondation de France elle-même à travers ses programmes. Isabelle Fieux. Oui, simplement moi témoigner notre petite expérience. On n'a jamais eu de film ou quoi que ce soit. Quand on a 8 pages, nous, quand on en a 2,5, on est content. Voilà, sur le financement des projets. Mais simplement sur les prisons, moi j'ai une association qui m'avait démarché, qui faisait de la réinsertion des personnes sorties de prison. Je les ai relancées 3 fois. C'était pour les aider à formaliser leurs projets et j'ai jamais eu d'écho. Donc moi, au bout de 3 fois, j'arrête, quoi. Voilà.
Non, mais bon, voilà, à la fois, je pense qu'ils étaient eux-mêmes dans leurs propres difficultés, mais... Et Marianne Blayot. Pour répondre à la question sur le site Internet, moi, je dirais que c'est indispensable d'avoir un site Internet pour plusieurs raisons. D'abord, on a des mécènes qui sont venus vers nous uniquement parce que on leur avait dit, il y avait un responsable qui dit, occupez-vous du mécénat sur la musique. Donc, ils sont allés taper musique, sont tombés sur notre site. Donc ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est que derrière, les mécènes s'emparent de ce que vous écrivez sur votre site pour communiquer eux-mêmes sur leurs actions de solidarité. Donc ça me semble absolument indispensable. En revanche, le site Internet, c'est un des sujets que nous, on a mis en place avec du mécénat de compétences. Mais c'est clairement une porte. Hein. On a parlé d'ouvrir les portes, c'est une des premières portes. Et surtout, c'est celle qui est ouverte... c'est les gens qui la poussent vers vous. Ça coûte, à la fin, c'est quand même une bonne façon de se faire connaître sans avoir à faire l'ensemble des démarches. Puis, ça et le référencement, on a tous ce réflexe-là. Le référencement. Et votre possibilité, c'est aussi un lieu où vous pouvez offrir des contreparties. Il faut les construire. Oui. Bonjour, je suis Mathilde Lenoir de la société L'Effet Mécénat. Nous conseillons les entreprises pour les accompagner dans leur démarche mécénat. J'ai un petit commentaire à propos des mécénats vers des projets un peu plus difficiles que d'autres. Ce qui importe pour les entreprises aussi, c'est qu'elles ont un problème pour incarner leurs valeurs. Et donc, elles cherchent des projets qui leur permettent d'incarner ces valeurs et vraiment de montrer au monde que les choses importantes, humaines et leurs valeurs comptent aussi. Donc, des projets difficiles qui portent ces valeurs-là peuvent les intéresser tout à fait. Mais elles ont quand même un petit souci côté plus financier, côté défiscalisation. Et je voulais savoir si vous aviez des informations à propos de cette niche fiscale donc concernant le mécénat. Est-ce qu'elle n'est pas en danger? A priori non, pour le moment. Pour l'instant, elle n'est pas dans le viseur de qui que ce soit. Ce qu'on peut craindre, c'est des effets collatéraux. J'entends par là, parce qu'effectivement, on se dit tous que l'atout fiscal n'est pas un atout qui vous démarre. Ça coûte toujours plus cher de donner que de ne pas donner. Il faut s'en souvenir pour tous vos interlocuteurs. Néanmoins, effectivement, c'est un atout qui est quand même sensible et qui permet d'aller beaucoup plus loin, qui a un effet levier. Donc, il faut vraiment être très attentif sur ce sujet. Je ne pense pas qu'on ait des effets. On n'est vraiment, a priori, pas... par exemple, dans l'étude qui a été faite par le ministère des Finances sur tout l'ensemble des niches fiscales, elles sont énumérées puisqu'elles procèdent de cet ordre, mais elles ne sont pas décriées, au loin de là. On leur attache des éléments d'utilité sociale. Simplement à noter qu'est rapporté dessus le fait que certaines sont insuffisamment documentées. Alors, charge à nous de montrer qu'on produit vraiment de l'intérêt général derrière. Je pense que là, il y a une charge importante dont il faut qu'on prenne conscience en commun, enfin, je veux dire qu'on le porte le plus possible. Et j'attire votre attention à tous ceux qui sont sollicités par notamment les travaux que les diverses associations porteuses, le Centre français parmi d'autres, mais... sur les études, les statistiques, etc. Ça vous paraît assommant et très très lourd. Mais le plaidoyer du secteur, il se fera de cette façon-là. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des informations qu'on agrège, non pas simplement individuellement, mais sur vous tous comme collectivité, qui permet de donner un visage réel et de donner des éléments de réponse à nos parlementaires qui quand même en manquent beaucoup, aux administrations qui ne sont pas toujours informées, qui n'ont pas toujours le suivi de ça, soit à l'échelle locale, soit à l'échelle nationale. Et je pense que là, il y a vraiment un travail collectif de construction, mais on n'est pas dans le spectre direct des choses attaquées. Je veux dire, on ne peut pas avoir les subventions publiques, les subventions locales, enfin tout qui disparaît, et en plus demander aux gens d'entrer dans des dynamiques extrêmement autonome, hein, puisque je crois que quand même ce qu'on a vu sur ces dernières années, c'est qu'on vous demande une autonomie croissante sur vos modes de fonctionnement, et en même temps vous trouvez avec des coupes qui soient y compris là-dessus. On peut toujours redouter, et on est forcément à l'affût et très attentif sur ces sujets, je pense l'ensemble des associations qui vous suivent, de sujets qui pourraient être de l'ordre de un maximum, par exemple, de défiscalisation enfin, oui, quelque chose qui soit capé, avoir des défiscalisations qui
qui se joue de façon cumulative, par exemple sur l'IR, on peut très bien imaginer que l'ensemble des mécanismes viennent percoler ensemble. Bon, il y a des choses comme ça sur lesquelles on peut avoir des craintes, on est attentif, mais je ne crois pas qu'on soit dans l'œil du cyclone en première vue. Il y a un certain nombre d'organisations qui veillent de très très près sur ces questions. Aux côtés du Centre français des fondations, il y a toutes les organisations associatives aussi qui représentent les collecteurs, notamment France Générosité, qui est entre guillemets le syndicat qui représente le monde associatif qui collecte des fonds. D'autres questions? Oui, bonsoir. Bonjour, je suis Monsieur Moïse, je suis là. Ah oui, merci. je suis Monsieur Moïse. Micro, oui. Je représente une petite association haïtienne et une plateforme d'associations haïtiennes dont la Fondation de France soutient. Nous avons au sein de la plateforme et au sein de la plupart des associations haïtiennes, on se rend compte du manque de compétences, parce que c'est pratiquement des micro-associations, j'ai tendance à dire, parce que simplement, c'est des gens qui sont sur une localité comme moi et qui de par leur voyage au retour au pays, et remarquent la difficulté des habitants pour pouvoir mettre en place, par exemple, un puits, creuser un puits et tout ça. Et ces gens-là sont dans une demande de compétences extrêmes et ils n'ont pas la démarche principale d'aller vers comme chez Algorève, parce qu'ils ne connaissent pas l'existence d'Algorève, parce qu'ils ne connaissent pas même... Ils connaissent l'existence de la Fondation de France parce que la Fondation de France est sur le terrain en Haïti. Ce que vous dites, en fait, c'est qu'il y a un manque de visibilité de certains partenaires, qui tardent à se faire connaître de ceux qui n'ont pas la ressource possible. C'est le problème d'atteindre. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on peut répondre sur ce sujet ? Je voudrais juste terminer. Oui, pardon. C'est-à-dire, excusez-moi, c'est-à-dire que je voudrais aussi savoir... quel est le budget, par exemple, au sein de la plupart des petites associations qui sont dans cette plateforme, on a les associations, les budgets, les projets, c'est à 4 500 €, 5 000 €. Je parle de chiffres exprès parce que simplement, il y a certaines fondations qui n'acceptent pas un projet au-delà d'un certain montant, parce que simplement, ça paraît évident à ces fondations-là, mais pour les petites associations, ça ne l'est pas parce que simplement, le projet concerne un point bien précis de la localité, du terrain où il se trouve. Et voilà, c'est ma question. Sur la question la deuxième question, sur la question de l'échelle, je le disais tout à l'heure, il faut absolument essayer de connaître les échelles financières sur lesquelles se mettent les bailleurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils acceptent, quelle taille de financement ils distribuent d'habitude. C'est très important parce que ça ne sert à rien de demander des sommes colossales. Il y a une autre chose qu'il faut regarder, c'est si les bailleurs veulent se mettre en cofinancement ou s'ils acceptent de financer seuls un projet. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de bailleurs de fonds qui ne veulent pas être seuls sur un projet et inversement, il y en a quelques-uns qui veulent l'être. Et donc, il faut, encore une fois, savoir qui est la personne qu'on approche. Alors, sur la question de la communication, évidemment, c'est très compliqué parce que vous parlez d'associations, de terrain à Haïti et le fait qu'elles n'ont pas accès à un certain nombre d'informations, je m'en doute. En même temps, avec Internet, on n'a jamais été plus informé ou plus capable d'accéder à l'information qu'aujourd'hui. D'où la réponse qu'a fait Marianne Bayot tout à l'heure sur la question des sites Internet. C'est essentiel aujourd'hui de se faire connaître, et pour les porteurs de projets et pour les bailleurs d'ailleurs. Mais pour les porteurs de projets, moi j'attire votre attention aussi sur le fait que en ce moment on voit des choses se jouer du côté des donateurs, enfin de fondations ou entreprises, qui sont de se mettre ensemble pour répondre à des situations données. Mais je pense qu'il est aussi temps qu'un certain nombre d'associations qui n'ont pas l'échelle d'atteindre, et ce que vous décrivez, c'est un problème d'échelle. Par contre, à 10 associations petites, pertinentes là où elles sont, mais qui sont en proximité, puisque vous parlez bien d'un territoire bien cerné, où il y a une vraie problématique, mais qui chacune sûrement répond à des points différents, peut-être y a-t-il moyen de mutualiser
votre action pour au moins avoir une personne qui se met en situation d'observatoire, si je peux dire, au bénéfice de la communauté des petites associations. Il va falloir trouver de l'intelligence commune et collective pour pouvoir... Parce que l'enfermement dans des toutes petites... dans des isolats, si je puis dire, c'est effectivement la mort à plus ou moins long terme de l'ensemble des acteurs. Donc, je pense que les acteurs donateurs le comprennent, les acteurs qui sollicitent le savent le faire également, doivent apprendre à le faire aussi. Voilà, je crois que le temps qui nous était imparti nous est imparti, là, décidément. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les poser à la sortie de cet amphi. Il n'y a pas de souci. Ou sur nos stands respectifs, on a stand Fondation de France, In Extenso, donc il n'y a pas de problème particulier. Je vous remercie.